Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors, si je vous emmenais en voyage dans les pays de l'Est, ça vous dit? Vous avez été nombreux à me faire part de votre intérêt pour que je puisse vous faire un compte-rendu de mon expérience de 3 jours très intense avec Franck, avec Pierre, avec Sébastien et Noël, agriculteurs français installés depuis plus de 20 ans dans différents pays de l'Est. C'est ce que je vais faire pendant 3 vidéos. Une première va être consacrée à la République tchèque avec la rencontre de Sébastien et Noël qui sont tous les deux installés là-bas. L'un est en bio, Sébastien, Noël est en agriculture classique. Je vais essayer de vous présenter le pays, son fonctionnement, ses particularités. On va parler aussi des rendements, on va parler de la typologie, de la météo, on va parler des contraintes, de la réglementation, du subventionnement, de la rentabilité. Bref, on va vraiment faire un global dans cette vidéo qui va durer un peu moins de 30 minutes sur ce sujet. Dans la deuxième vidéo, je vous proposerai de vous emmener visiter un ancien kolkhoz tenu par Igor, le responsable agronomique de cette ferme de plus de 3000 hectares avec 400 vaches laitières. Et on fera aussi un compte-rendu de notre entretien avec Jean-François, agriculteur français installé en Ukraine sur plus de 11 000 hectares. Et on parlera aussi d'argent, on parlera de leurs contraintes, de leurs atouts, de leurs espoirs, de comment ils voient l'avenir. Et dans la troisième vidéo, je vous présenterai Pierre et Franck et on parlera un petit peu de la Lituanie et de la Pologne qui sont deux pays de l'Est aussi avec des particularités un petit peu différentes de ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo sur la République tchèque. Alors si ça vous intéresse, on est parti! Prenez vos valises, on y va! Bon bah ça y est, la carte d'embarquement est validée, les bagages aussi. Prête à partir, direction Prague. PNC, préparez-vous pour le décollage. Allez, on est parti pour ce premier épisode de cette trilogie consacrée aux pays de l'Est. Et donc, je vous emmène dans cet épisode à la rencontre de Noël et Sébastien, qui sont deux agriculteurs d'origine française, mariés avec des Tchèques, et qui sont installés depuis plus de 20 ans dans ce pays en tant qu'agriculteurs. L'un est en bio, l'autre est en production classique. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, j'ai pris des dizaines et des dizaines de pages de notes, j'ai gravé beaucoup de choses dans mon petit cerveau, mais je vais vous les retranscrire évidemment de manière un peu scolaire, vous m'en excuserez, mais dans l'idée de vous apporter les informations. Après, la forme, c'est quand on maîtrise très bien le sujet, on peut faire un peu autrement, mais là l'idée c'était de vous ramener tous les éléments marquants en essayant de ne pas en oublier et de ne pas trop faire d'erreurs si c'était possible. Alors déjà, on va présenter un petit peu le pays. La République tchèque, finalement, ce n'est pas un très grand pays. Il fait 80 000 km² en gros. Pour vous donner une idée, la France, c'est 650 000 km² à peu près. Il y a 11 millions d'habitants, dont 2 millions qui vivent principalement dans deux grandes villes de la République tchèque, les 8 autres millions étant répartis dans la ruralité du pays. Ça a son importance, vous verrez tout à l'heure. Au nord-est, il y a un grand pays, la Pologne. Au sud-est, la Slovaquie. Au sud, l'Autriche. Et à l'ouest et au nord-ouest, il y a l'Allemagne. Il n'y a donc pas d'accès à la mer pour ce pays et ça a des conséquences importantes sur les prix de vente notamment des céréales et des produits agricoles. Ce pays a fait partie de l'Empire austro-hongrois et après la Première Guerre mondiale est devenu la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire que la République tchèque était associée à la Slovaquie. En démocratie pendant l'entre-deux-guerres, les nazis ont occupé le pays de 1938 à 1945. En 1948, un coup d'État venant de l'URSS, transforme le pays en république communiste du bloc de l'Est. En 1989, on y reviendra à tout ça, c'est la révolution de velours, une révolution sur une dizaine de jours qui met fin au règne communiste en une dizaine de jours, comme je le disais, et sans violence. Et ça a été marquant pour tous ces pays-là, que ce soit la Pologne ou la Lituanie. Indépendante depuis 1993, avec la scission entre la Tchéquie et la Slovaquie, ce pays fait partie de l'OTAN depuis 1999 et de l'Union européenne depuis 2004. La monnaie est restée la couronne. Alors en gros, 1 euro, c'est égal à 25 couronnes tchèques. Ce pays est l'un des moins religieux du monde, statistiquement. Ça a son importance, car il y a très peu de violence, très peu de séparatisme en interne. Les Tchèques sont très disciplinés, plutôt respectueux de l'autorité, et vous verrez que ça a son importance par rapport à la relation justement des agriculteurs avec l'ensemble des acteurs qui les entourent.
Sur 8 millions d'hectares, il y a en gros 3 millions d'hectares qui sont cultivés. En France, la SAU, c'est en gros 27 millions d'hectares. Il y a 3 millions d'hectares de forêts et il y a environ 1 million d'hectares de prairies permanentes, financées d'ailleurs par l'Union européenne. On en reparlera car ils ont des obligations vis-à-vis du maintien des prairies. Le nombre d'agriculteurs est en chute constante, hélas comme dans tous les pays européens, depuis plus de 25 ans. Il a été divisé par 3 et il y a aujourd'hui en gros 80 000 agriculteurs dont plus de la moitié ont plus de 50 ans. Donc ça c'est important de le noter. L'élevage est en profond déclin, comme partout en Europe quasiment, pour les mêmes raisons, on aura l'occasion d'y revenir. Et s'il y a élevage, ils correspondent souvent aux anciens kolkhozes, et ça aussi on va y revenir. Alors en République tchèque, il y a en gros 4 grands types de fermes. Les premières, ce sont les individuelles, les familiales, qui vont de 50 hectares jusqu'à 800 hectares, donc déjà des grandes structures. Des SARL, des SA, qui vont de 300 à 10 000 hectares. Il y a les anciens kolkhozes, qu'on appelle les LD, on y reviendra tout à l'heure, les ZD, de 500 à 10 000 hectares, qui se privatisent d'ailleurs tout doucement. Et il y a des agro-holdings qui vont de 10 000 à 150 000 hectares. Donc c'est quand même des grosses structures quand on y regarde bien. Et d'ailleurs, les agro-holdings sont majoritaires dans le pays. En 1948, après le coup d'État communiste, il y a eu mise en place de la collectivisation. Comme vous le savez, dans l'ex-URSS, c'était déjà le cas avec un démocrate, s'il en est, Joseph Staline, qui avait mis en place cette collectivisation de toutes les terres agricoles. Plus de 90% des terres avaient été collectivisées, avec l'objectif de résoudre les problèmes de faim, les problèmes de disponibilité agraire et de performance finalement, ce qui n'a pas été le cas, on l'a vu beaucoup plus tard. Et donc en gros, une ferme de 15 hectares était considérée comme une grosse ferme et on est venu voir les agriculteurs tchèques et on leur a dit voilà, désormais ta ferme appartient à tous, aux partis notamment. Tes bâtiments vont servir à d'autres, donc tu ouvriras tes portes du matin 6h jusqu'au soir 18h et imaginez un peu ce que pouvait ressentir un agriculteur qui voyait des gens venir travailler dans sa ferme et avec l'obligation de l'accepter en fin de compte. Donc beaucoup de propriétaires se sont vus spolier de leurs terres qu'ils ont pu, pour certains, après des démarches très compliquées, récupérer. Mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera tout à l'heure. Donc en 1989, certains ont pu récupérer leur surface, puisque en 1989, vous le savez, il s'est passé la révolution de velours avec Gorbatchev, qui a donc fait exploser beaucoup de pays de l'Est. Vous verrez, pour la Lituanie ou la Pologne, ça s'est fait un petit peu à des dates différentes. Et donc, les kolkhozes sont devenus des ZD, sous forme de coopératives, dans beaucoup de cas, souvent des SA qui petit à petit se privatisent, et on ira en visiter un notamment, donc dans la deuxième vidéo, vous verrez, c'était très intéressant. Donc l'État a stoppé la location des terres et a proposé de les vendre avec notamment un crédit à taux zéro, et ça a participé beaucoup au développement des grosses structures, puisque l'ex-premier ministre de la République tchèque, M. Babiš, qui a été aussi ministre des Finances, qui est la 4e fortune tchèque, c'est un Slovaque de naissance, il a une ferme de 150 000 hectares, vous vous doutez bien qu'il ne l'a pas obtenu en regardant les oiseaux, il y a un peu du délit d'initié autour de tout ça, et c'est un peu le Trump tchèque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il possède des industries d'engrais, de la pétrochimie, il est importateur des tracteurs Kaz et New Holland pour le pays, et il a en gros 22 000 hectares en propriété. Alors vous verrez tout à l'heure que ça a son importance et ils sont très très performants de ces fermes-là au niveau de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, 3000 hectares sur ces grosses fermes-là, c'est un tracteur quad-track et en gros, au niveau du personnel, c'est très très réduit. Donc au niveau des heures de travail aussi, ce sont vraiment des gens performants à ce niveau-là. Alors concernant les terres, on a les fameux tchernozèmes, vous savez, les 3, 4, 5, 10 mètres de terre, avec beaucoup de matière organique, historiquement. Donc ça, c'est plutôt au centre du pays, autour de Prague notamment, et dans le triangle au sud-est, le triangle d'Anna. Donc il y a les meilleures terres, qui valent justement de 12 à 20 000 euros de l'hectare, en termes d'achat aujourd'hui. Ce n'était pas le cas par le passé, on y reviendra. Et puis au sud du pays, principalement, ce sont des terres hydromorphes, et plutôt assez difficiles à cultiver. Alors le foncier aujourd'hui, 73% de la SAU est loué en Tchéquie. Pour vous donner une idée, en France, c'est à peu près 77%. Donc vous voyez, beaucoup de locations. À l'inverse, on verra qu'en Pologne, c'est 80% des terres qui sont en propriété. Donc ce n'est pas du tout la même chose. La particularité vis-à-vis du foncier, c'est que les baux sont indéfinis et souvent résiliables 1 an à l'avance. Donc vous voyez, il n'y a pas de sécurité du foncier pour les agriculteurs dans ce pays-là. Et les baux sont au maximum de 5 à 10 ans maximum. Les loyers sont payés aujourd'hui en argent, ça n'a pas toujours été le cas, et varient de 150 à 400 euros de l'hectare.
il n'y a pas de préemption. Pas de préemption lorsqu'on est fermier, on ne peut pas préempter pour être prioritaire pour l'achat. Et les ventes sont possibles pendant la location. Il n'est pas rare que des agriculteurs arrivent dans leur parcelle et qu'il y ait un autre agriculteur en train de cultiver et les terres ont été vendues entre-temps. Et finalement, c'est vraiment très très particulier. Donc l'enjeu pour nos agriculteurs français qui se sont installés là-bas, ça a été notamment d'essayer de sécuriser le foncier. Pour certains d'entre eux, ils ont pu l'acheter à un moment très très intéressant. Où les terres ont valu à un moment donné 80 € de l'hectare. C'était vraiment minimal, mais on en reparlera dans d'autres pays notamment. Mais ça n'a pas duré très longtemps, puisque heureusement, les États se sont rendus compte peut-être que c'était un peu dangereux. Mais on verra aussi qu'en Ukraine, il y a des terres encore de libre et qu'il y a aujourd'hui des prix qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans d'autres pays européens, même si la France, nous sommes un petit peu dans une bulle qui risque d'exploser un jour, puisqu'on a un prix du foncier qui n'est en réalité pas adapté à ce qui se passe partout en Europe. Sachez que l'enjeu du foncier pour ces agriculteurs-là, quels que soient les pays, Lituanie, Pologne, Ukraine, sont des enjeux énormes. C'est vraiment la plus grosse difficulté liée à l'historique, justement, avec des multipropriétaires. Il y a beaucoup d'échanges d'ailleurs qui se font avec des taxes en réalité que les agriculteurs payent sur des terres qui ne correspondent pas à celles qu'ils cultivent, puisqu'en fait, il y a tellement de terres imbriquées avec des multipropriétaires que beaucoup d'agriculteurs ne cultivent pas les terres en réalité qu'ils louent. Vous voyez un petit peu comment c'est complexe. Donc, voilà. Il y a même des offres hebdomadaires aujourd'hui de rachat par les fonds de pension qui viennent sur ces fonciers pour placer de l'argent, les revendre avec plus-value, etc. Les agriculteurs sont réellement harcelés, les propriétaires en tout cas, pour vendre leurs terres. Donc c'est vraiment aussi un contexte très particulier, c'est un petit peu le Far West quand on y regarde bien. Concernant les rendements en Tchéquie au niveau de l'agriculture, la moyenne du pays est un peu plus de 6 tonnes en blé. Il y a des régions qui font 10 tonnes de moignet, celles que je parlais, les fameux Tchernozem, et puis d'autres qui font 5 tonnes. Là où on était plutôt en région un peu plus au sud, où là c'est plus des argilo-sableux, donc évidemment qui peuvent souffrir assez facilement de la sécheresse. Donc la pluviométrie en gros dans la République tchèque c'est 680 mm par an, donc ça correspond à nos régions nord de France un petit peu. Le rendement en orge, ils ne font que des orges à 2 rangs. L'orge escourgeon à 6 rangs est considérée comme fourragère. C'est comme ça. La bière a été inventée en Tchéquie, j'ai appris ça aussi. Donc en réalité, les brasseurs, pour eux, là-bas, ils n'ont jamais pu s'habituer. Pour eux, c'est pas qualitatif, c'est pas de la belle orge et ils font pas de bière avec de l'escourgeon, ils n'en veulent pas. Et même des grands malteurs comme Soufflet qui sont installés là-bas, finalement, ils n'ont pas les mêmes normes qui sont appliquées dans d'autres pays européens. Donc les rendements d'orge varient entre 5 et 6 tonnes. Les rendements en pommes de terre, c'est une trentaine de tonnes hectare, la betterave 68 tonnes de moyenne, et le colza et le tournesol en gros 3 tonnes hectare. Actuellement, les prix de vente en blé sont aux alentours de 140 à 150 € en République tchèque, c'est catastrophique pour les agriculteurs locaux, avec beaucoup d'importations évidemment d'Ukraine, on parlait, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, 9 tonnes sur 10 aujourd'hui dans ces pays limitrophes sont réellement venus d'Ukraine. Donc il y a beaucoup d'exportations qui s'en vont vers l'Allemagne. D'ailleurs, Noël m'expliquait qu'il a vendu ses blés plus cher que ça à un moment donné. Mais en fait, elles s'en vont immédiatement pour l'Allemagne car il n'y a pas de marché dans le marché intérieur de gens qui veulent acheter le blé à ce prix-là puisque le marché est écroulé artificiellement par les importations acceptées et même assistées par l'Europe, qui nous trahit encore une fois à ce niveau-là. Le bio en Tchéquie, l'agriculture biologique en Tchéquie, c'est plus ancien qu'en France et c'est en gros 16% de la SAU et 4% des terres arables. En France, c'est en gros 10% de la SAU, le bio aujourd'hui. Le subventionnement en agriculture biologique est de 239 € de l'hectare, en sachant qu'il y a une crise qui est tirée par le marché classique, qui tire aussi le prix malheureusement comme chez nous en France, en sachant qu'à 300 € de la tonne en blé bio, l'agriculteur tchèque n'a pas besoin de cette subvention. La main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre, puisque c'est souvent quelque chose qu'on a dans l'inconscient collectif, nous en France, le SMIC là-bas est à 600 € par mois et les charges sont à peu près équivalentes, c'est en gros 600 € aussi par mois. La main-d'œuvre, sachez-le, le taux de chômage est très faible, on parle de 2 à 3% et on considère que ce sont des gens inaptes au travail. C'est ce qui est dit dans le pays. Donc il n'y a pas d'espoir qui baisse encore, mais ça conditionne aussi le peu d'intérêt lié aussi à l'historique. Les gens ont été dégoûtés de l'agriculture par la collectivisation et c'est resté un petit peu dans l'inconscient collectif. On a beaucoup de vétérinaires, de chauffeurs, d'agronomes, mais on n'a pas d'agriculteurs. Il n'y a pas beaucoup de volontaires et c'est comme ça que des étrangers ont pu s'installer, mais ils sont minoritaires et c'est valable en Ukraine, on aura l'occasion d'en reparler. Donc la grosse difficulté, notamment pour l'élevage, on le verra tout à l'heure, c'est que la pénurie de main-d'œuvre, tout simplement. Le développement des énergies. Alors la méthanisation,
Il y a aujourd'hui en République tchèque 574 méthaniseurs pour en gros 367 MW. En France, en gros, c'est 1700 méthaniseurs et on parle de tétra mégawatts, donc c'est 1000 fois plus, je crois, en termes de production. Donc la majorité ont été montées il y a plus de 15 ans dans ce pays et il n'y a pas de réglementation vis-à-vis des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Il n'y a pas d'obligation particulière vis-à-vis des cives, mais il y en a bien d'autres beaucoup plus utiles, vous verrez, sur la protection des sols et là, ils ont vraiment 20 ans d'avance sur nous. Concernant l'éolien, puisque c'est aussi une diversité qui existe en France, une diversification, pardon, une éolienne chez un agriculteur aujourd'hui, c'est 25 000 € par an de rémunération pour l'agriculteur. En France, pour information, d'après ce que j'en sais, c'est entre 8 et 10 000 € quand ça va bien. Donc vous voyez, il y a un gros écart. On verra que pour la Pologne, c'est 35 000 € par éolienne. Je vous le rappelle que certains agriculteurs, des gros agriculteurs, ont 200 000 hectares et pour certains ont 20 ou 25 000 hectares en propriété. Donc vous imaginez la manne financière énorme pour ces grosses entreprises agricoles. Les subventions en République tchèque. Et oui, parce qu'on est tous à fantasmer beaucoup de choses sur ces pays-là. Ce que je peux vous en dire tout de suite, c'est qu'en termes de chiffre d'affaires, de marge nette, etc., c'est kiff-kiff avec nous, malheureusement. Et parfois même, c'est même moins bien que nous, car le potentiel de production dans les régions dans lesquelles nous étions est plus faible, par, vous verrez, des périodes de récolte très courtes et souvent très humides qui conditionnent justement une limitation des potentiels et aussi ils subissent des sécheresses comme nous ces dernières années. Alors les subventions, il y a un paiement de base qui est de 70 € de l'hectare, assez proche de notre paiement de base à nous, et il y a une redistribution qu'ils n'ont toujours pas touchée, me disait-il à l'heure actuelle, qui est de 140 € de l'hectare pour les 150 premiers hectares. Ça a été une limitation qui a été mise récemment, et donc on verra tout à l'heure avec les deux syndicats, ça se bouscule dur. Il y a ensuite un éco-schéma donc, qui correspond à des bandes enherbées le long des fossés, certaines protections qui peuvent être justifiées, assez facile à obtenir, qui est de 70 € de l'hectare. Et il y a un éco-schéma premium qui visiblement est peu ou pas utilisé, car trop lourd administrativement. Il y a une aide compensatoire de 60 € de l'hectare pour les protéagineux, où ils ont aussi une obligation de 10% pour ceux qui le souhaitent, en lien avec le remboursement du gasoil, car ils ont un gasoil blanc, comme dans d'autres pays européens déjà, donc qui est fiscalisé comme un gasoil à la pompe, mais il y a un lien, alors c'est soit ils choisissent le forfait, donc en gros ils ont un remboursement par rapport au nombre d'hectares, blablabla, soit vraiment ils choisissent la traçabilité, donc là ils enregistrent toute leur consommation, etc., qu'ils transmettent à l'État, et on verra que c'est très administré, ils ont vraiment... la traçabilité est déjà remontée régulièrement au gouvernement, quasiment en instantané, on y reviendra. En bio, donc je le disais, la prime... L'aide compensatoire est de 239 € de l'hectare et il y a une aide compensatoire sur les prairies permanentes très importante, très poussée d'ailleurs, de 120 € de l'hectare. Ou parfois ils n'ont qu'une obligation de faire des cultures finalement avec un étalement assez large, avec des prairies au milieu qui doivent rester un certain temps. Alors pour la réglementation, maintenant si on revient un peu plus sur le fond des choses pour les comparer à nos problématiques, à nous, administratives, déjà il y a un grand respect des institutionnels et des institutions, et inversement. Pour être franc, ce n'est pas toujours le cas dans notre pays, notamment dans le sens inverse, et je l'ai évoqué dans la dernière vidéo, le relationnel entre notre administration et souvent, on est un peu les subalternes de l'administration, on n'a pas souvent notre mot à dire, on est souvent considéré comme suspect, il y a toujours un côté très hiérarchique, on va dire ça comme ça. Ça n'est pas du tout le cas dans ce pays-là. Il y a vraiment, déjà, il n'y a pas beaucoup d'étages. En réalité, il y a ce qu'on appelle les DDA, qui s'appellent chambres d'agriculture en tchèque, et qui sont directement, il y a le ministère et les chambres. Terminé. Il n'y a pas tout un tas de choses entre les deux. Donc en réalité, il y a vraiment un partenariat où il y a une aide à faire appliquer les choses et avec beaucoup de tolérance, beaucoup de bienveillance. C'est ça qu'on pourrait caractériser en premier. Et c'est ce qui m'a été retourné par les agriculteurs qui ont souvent de la famille encore agriculteurs en France, donc ils peuvent facilement comparer. Et il y a une application informatique commune pour tous qui est gratuite pour chaque agriculteur où on peut y mettre la traçabilité, la PAC. Il y a des outils sur le drainage, des outils sur l'érosion, on va en parler. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile pour les agriculteurs et surtout les contrôleurs n'ont pas accès aux dossiers personnels des agriculteurs sans leur autorisation. C'est-à-dire que toutes les données enregistrées, etc. C'est un vrai outil de travail bien fait, gratuit, vous allez voir, ils vont extrêmement loin. Mais il y a toujours ce respect où c'est l'administration qui demande l'autorisation. Là, nous, c'est l'inverse. Nous, c'est complètement l'inverse. C'est bientôt nous qui allons demander autorisation pour accéder à notre dossier. Donc,
Hein, je dis pas de bêtises. Bon. Sachez que le cadastre est intégré à ce logiciel, donc à la fois d'imagerie GPS. Il y a de nombreux calques les uns sur les autres, donc en fait ils peuvent retrouver tous leurs propriétaires. Tout est enfin pour une fois simplifié, corrélé et mis ensemble sans qu'il y ait, nous en France on a des dizaines de boîtes privées qui proposent des cadastres, enfin c'est vraiment la foire à neuneux et surtout il n'y a rien qui s'empile et qui correspond d'ailleurs aux surfaces de la PAC, etc. Hein, on peut tous le constater, toujours dans le bon sens d'ailleurs. Donc on verra que ce cadastre digital a des fortes implications pour la suite des événements. Et c'est important. On peut aussi aller jusqu'à la gestion des stocks, mais là c'est un peu plus complexe et les agriculteurs que j'ai rencontrés, Sébastien et Noël, m'ont dit de ne pas l'utiliser et préférer un autre logiciel, ce coup-là un petit peu payant. Et on verra qu'en Pologne, par contre, c'est payant. Enfin bref, chaque pays a ses particularités, mais on les mêmes avancées sur un seul outil qui fait un petit peu tout. Et ça, c'est plutôt génial. Alors l'agriculture tchèque et des autres pays de l'Est dont on va parler dans les prochaines vidéos, elle est au final intensive, ça c'est le premier constat. Elle est concentrée. Il y a peu de personnes qui maîtrisent des grandes surfaces. Elle est fracturée, on va le voir, il y a 2 grands syndicats. Donc un syndicat en gros des agro-holdings hein, qui a tendance voilà, à défendre un petit peu la surface, la liberté, pas à outrance, mais en tout cas voilà, la liberté économique à tous les niveaux, qui a dû faire des concessions par rapport au deuxième petit syndicat, notamment sur l'agriculture biologique. Et donc il y a beaucoup d'affrontements à ce sujet-là. C'est une agriculture, pour terminer, qui est très régulée, puisque donc il y a une traçabilité complète qui est la même que ce qui nous attend en 2026, hein, donc qui remonte directement, tout ce qui est traçabilité, les heures de tracteur, etc., peuvent remonter directement à la chambre d'agriculture, hein, donc la DDA là-bas. Donc vous verrez qu'il y a des onglets sur la gestion des sols, ça c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus étonnant et le plus performant pour moi. Ils ont un onglet appelé érosion, et en fait leurs sols sont déjà classés dans toute la République tchèque en 3 catégories, les zones à 0 risque, les zones à risque moyen et les zones à risque élevé. Je ne sais pas si vous imaginez, vous avez des couleurs par rapport à vos parcelles qui vous indiquent en fait des droits à faire certaines cultures ou non. C'est-à-dire certaines cultures ne sont pas possibles en fonction de ces risques. Par exemple, pas de maïs, pas de tournesol, pas de betterave, pas de soja, pas de pommes de terre en risque élevé. Ça nous rappelle un peu quelque chose, non? Les parcelles à relief qu'on a vues il n'y a pas très longtemps dans le Pas-de-Calais, par exemple, ou dans les Ardennes, le fait de retourner des prairies, pour faire écho à ce que je vous ai dit dans des précédentes vidéos. Il y a une cartographie, d'ailleurs je vous mettrai la photo sur Facebook, de plusieurs couches l'une sur l'autre. On a les courbes de niveau, on a les courbes d'eau, hein, vous savez, les zones préférentielles où l'eau va s'écouler. On a aussi des analyses de terre qui sont proposées gratuitement par l'État. Elles ne sont pas très performantes, d'ailleurs, ils vont en faire avec nous pour avoir plus d'informations, mais où il y a le pH, le pK, donc les parcelles sont aussi classées avec un calque par rapport à ça. Ces analyses, comme je le disais, sont gratuites et il y a aussi, pour certains pays en tout cas, des cartographies de drainage éventuellement positionnées. Alors là, en République tchèque, le drainage est un gros problème puisque finalement, avec la collectivisation, il y a certains pays qui ont fait des drainages collectifs, ça a eu un intérêt finalement, hein, donc avec une cartographie intelligente, mais là, comme je vous le disais, il y a beaucoup de multipropriétaires, donc c'est très très dur d'envisager de faire du drainage. D'ailleurs, l'ouverture d'un sol en République tchèque est soumise à autorisation. On ne peut pas faire demain une tranchée comme ça seul, ce que l'on peut encore faire chez nous. On ne peut pas curer les fossés, mais on peut au moins ouvrir une tranchée dans son sol sans demander une autorisation. En République tchèque, ça n'est pas le cas. D'ailleurs, en fonction des techniques d'implantation, vous voyez jusqu'ils vont, hein, ils vont quand même assez loin au niveau technique. Si on fait du strip-till, par exemple, les cultures à risque qui n'étaient pas autorisées peuvent l'être éventuellement dans certains cas bien précis. Le traitement en conditions de floraison, le risque abeille est pris en compte de manière quasiment automatique. Vous informez sur le logiciel que vous allez traiter vos colzas par exemple et immédiatement l'ensemble des ruchers qui sont répertoriés dans un rayon autour de la parcelle sont informés par SMS ou par mail que vous allez intervenir au niveau phytosanitaire. C'est quand même exceptionnel. Il y a un contrôle hebdomadaire PAC, alors ça, on ne nous l'a pas franchement annoncé par un beau courrier, mais c'est une réalité aussi pour nous, avec des photographies hebdomadaires de nos parcelles. Mais eux, en plus, ils ont déjà l'application qui ne marche pas encore pour nous en France, parce qu'on va sûrement nous trouver une usine à gaz pour le faire, avec des éventuels contrôles où l'agriculteur est soumis à faire une photo géocalisée. Donc en fait, il vient à l'endroit pile, hop, le téléphone lui dit « Tiens, c'est bon, tu es au bon endroit ». Tu fais ta photo, elle part immédiatement à la chambre d'agriculture qui te dit bah, « il n'y a pas de problème, c'est parfait ». Et s'il y a un problème, ils sont vraiment très très arrangeants, c'est ce qui m'a été retourné à chaque fois par les explications qu'on a pu avoir. Donc je l'ai dit, l'ouverture des sols, ça c'est quelque chose de problématique. Les permis de construire, sachez qu'un délai de 2 ans pour construire un hangar, c'est pas
c'est pas unique, c'est très courant, c'est très très lourd, très très long, d'où l'intérêt d'avoir des personnes du pays qui connaissent bien les lois, etc., parce que c'est très très compliqué. Et dans ce cas-là, les terres en dessous du bâtiment sortent du fonds agricole, et là, grosse taxe, un peu comme nous en France par rapport à un bâtiment qui devient commercial, hein, vous connaissez bien. Donc voilà, donc les contraintes à venir, c'est encore des contraintes vis-à-vis des sols, et ça, moi, ça m'a vraiment choqué et plu en même temps, c'est-à-dire la prise en considération des sols qu'on n'a pas du tout, mais pas du tout dans notre pays. On s'en fout comme de l'an 40, on parle de l'eau, de l'air, et les sols, depuis des décennies, on s'en fiche, malgré les alertes. Et il y a tellement de monde autour qui en parle pourtant. Donc les contraintes à venir en République tchèque, c'est un bilan organique des sols. Alors nous, ça va être fait par toutes les petites boîtes de carbone, là, toutes hein, vous savez, tout le cinéma autour de ça. Toujours pareil, beaucoup de monde hein, qui prend beaucoup d'argent pour en distribuer des miettes aux agriculteurs. Là, ce n'est pas du tout le cas pour l'instant en République tchèque. Alors vous avez un petit peu les grandes lignes de ce pays, on ira un petit peu plus loin quand on visitera le ZD, hein, donc l'ancien kolkhoz, de 3000 hectares avec 80 ouvriers environ, vous verrez, c'est très intéressant, j'aurai quelques petites images dans ce cas-là à vous montrer. Alors la conclusion, vous dire quelles sont les contraintes en fait, de la République tchèque, bah, c'est son manque d'accès à la mer, les coûts de transport, hein, ça on peut le vivre déjà en France hein, par certains niveaux. Les mauvaises herbes les plus rencontrées en graminées, c'est la grosse tisse, et on verra que c'est la même chose dans les autres pays européens de l'Est que je vous parlerai. Ils ont des récoltes avec un délai court, ils commencent à récolter au mois d'août, et souvent c'est une période humide où ils ont de la pluviométrie, donc c'est pas rare pour eux qu'ils récoltent des blés à 20-22 d'humidité, qu'ils doivent dans certains cas sécher, et ça c'est très compliqué. Donc il y a très peu finalement de coopératives et d'organismes stockeurs, on verra d'ailleurs dans la visite de l'ancien kolkhoz qu'ils ont beaucoup de constructions, de séchoirs, de cellules, etc. qui sont financées par l'Europe. Donc l'Europe a vraiment aidé au développement, mais le développement des fermes agro-holding, c'est-à-dire que l'accès aux aides, l'accès aux dossiers, l'accès aux connaissances de tous ces systèmes, un petit peu, chez nous ça arrive aussi, qu'il y a un petit peu de délit d'initié par rapport à voilà, à ces engagements professionnels et tout, on le sait tous, pour des plans où il n'y a pas des grosses enveloppes, bah, les premiers à être au courant, c'est souvent le cas. Si on regarde les méthaniseurs en France, une grande majorité de méthaniseurs sont des propriétaires plutôt engagés hein, au niveau syndical, il ne faut pas le cacher, c'est une réalité, hein, en tout cas elle est dite au moins dans cette vidéo. Donc là, c'est un petit peu le même problème. Les agriculteurs Noël et Sébastien sont des agriculteurs de taille familiale, et c'est des gens voilà, qui ont quand même un beau recul sur les choses et qui ont des compétences importantes, donc ils arrivent à se débrouiller tout seuls par rapport à ça, mais ils n'ont pas souvent accès aux bonnes informations. Et donc leur grosse inquiétude, pour transmettre la conclusion, c'est la fin des fermes familiales, et vous verrez que c'est le même cas dans les autres pays dont je vous parlerai, Lituanie et Pologne. D'ailleurs, des manifestations en ce moment ont lieu en Lituanie aujourd'hui pour rejoindre la Roumanie. Hein, donc on va être un des derniers pays européens à ne pas bouger nos grosses fesses, parce qu'elles sont grosses quand même quand on voit comment on est bien assis, pour ces aspects notamment fonciers, pour cette dérégulation européenne, pour des taxes sur le foncier. Je vous avais parlé qu'ils n'étaient pas imposés, c'est toujours le cas en République tchèque, ça n'est déjà plus le cas en Lituanie, hein, avec la volonté, ils ont augmenté de 250% certaines impositions foncières, ce qui n'existait pas, donc imaginez dans quel désarroi se retrouvent les locataires et les propriétaires fonciers. Avec des marges, on l'a vu, de 0 à 300 € de l'hectare, hein, pour vous parler franchement au niveau de marge nette, hectare, hein, pour vous parler franchement au niveau des rentabilités. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans le même schéma. Et pour l'agriculture biologique que pratique Sébastien, avec beaucoup de compétences et de qualité, le problème c'est voilà, le marché qui s'écroule et une vraie inquiétude, puisque avec des marges quasi inexistantes aujourd'hui hein, dans ces stratégies de culture, donc ça pose des vraies questions. Ils n'ont aucun soutien au niveau agronomique, ils sont vraiment seuls au niveau des informations, ils n'ont même pas la possibilité de faire des analyses de terre qualitatives. Donc on voit quelques petits réseaux des pays de l'Ouest hein, qui viennent aider, s'installer, quelques grosses coopératives ou négoces qui existent aussi malgré tout, qui apportent un petit peu de soutien. Mais on va dire que le schéma est assez reproduit par rapport à nos régions, à nos pays. Mais finalement, sans ces aides-là, finalement, ils sont plus performants économiquement. Et surtout, j'ai rencontré des gens, et c'est le cas aussi pour la visite de l'ancien kolkhoz, c'est le cas avec notre ami ukrainien qui nous parlera dans la prochaine vidéo, c'est la connaissance qu'ils ont des coûts globaux. On peut parler d'heures de tracteur, on peut parler de coûts de gasoil, on peut parler de coûts de main d'œuvre, on peut parler de marge nette, on peut parler de rendement seuil, on peut parler de choses qu'on a déjà parlé sur cette chaîne, mais qui sont loin d'être usuelles dans notre pays, et pourtant, on a énormément de monde autour de nous qui est censé soit nous aider à faire ce travail-là, soit le faire pour nous et le communiquer en haut lieu, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors voilà, j'espère que ce premier épisode vous a intéressé. J'ai essayé de ne pas être trop long, mais après tout, c'est des informations. Si ça vous intéresse, vous regarderez bien jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène avec moi rencontrer
le responsable agronomique du ZD de 3000 hectares juste à côté de la ferme de Noël. Donc c'était très très intéressant, on a été super bien accueillis. Un bel élevage de 400 vaches laitières, donc ça devrait vous intéresser, avec des particularités, et on verra aussi les aspects rentabilité. C'était vraiment très très instructif. Et puis on a eu une conversation avec un agriculteur ukrainien, français aussi, qui est installé là-bas depuis une dizaine d'années. Et là on parlera d'économique, on parlera de tracteurs, de temps hectare, d'avenir, comment ils voient les choses, donc dans le second épisode. Et on finira avec le troisième épisode où là je vous parlerai de la Lituanie et de la Pologne. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de la liker, c'est très important. Et n'oubliez pas de la commenter, d'échanger, de me dire vos ressentis, comment vous voyez les choses. Et puis, pensez à vous abonner, ce serait super sympa. Et d'ailleurs, ces derniers temps, je constate une hausse des abonnements surprenant. On va arriver en fin d'année, mais ça va être hallucinant. Alors je vous dis à la prochaine vidéo sur ce sujet du voyage dans les pays de l'Est. À bientôt les amis. Ah, si je n'avais pas oublié quelque chose avec ma petite tête, mais c'est quelque chose d'important, donc il me semble utile de vous faire un petit épilogue. Et puis, ce ne serait pas une vidéo Sam sans épilogue, hein, vous croyez pas? Alors, c'est pour vous parler justement de ces notions d'érosion. Il y a aussi quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la protection des villages. Donc, suite à la cartographie des reliefs, à la cartographie des zones préférentielles d'écoulée de l'eau, à la cartographie des zones à risque avec la limitation de certaines cultures, eh bien les Tchèques vont beaucoup plus loin dans la protection notamment des villages avec la mise en place de retenues d'eau calibrées sur lesquelles on va avoir une protection du village si il y a des pluviométries anormales, comme ça peut être le cas ces dernières années ou lors de gros orages. Donc ça c'est plutôt très intelligent de relier tous ces calques à des fins utiles de la protection de tous, hein, finalement, de tout citoyen. Donc ça c'est plutôt génial et ça nous montre à quel point nous avons un gros décalage puisque dans de nombreuses régions, au-delà du retournement des prairies qu'on a pu voir dans le Pas-de-Calais ou dans d'autres départements, il y a parfois aussi la mise en place de cultures qui laissent les sols à nu pour des besoins énergétiques, par exemple des maïs en silage, des pommes de terre pour des raisons industrielles, des betteraves. Et on voit bien que les conséquences ne se font pas attendre dans toutes ces régions qui n'appliquent pas ces politiques de protection des sols. Donc il serait sans doute temps, et c'est la leçon qu'on peut tirer de tous ces systèmes mis en place et avec beaucoup d'avance hein, par rapport à nous, puisque c'est un travail colossal quand on y regarde bien, qui nous attend si on veut faire la même chose, eh bien c'est vraiment très utile, intelligent et protecteur de l'environnement et de nos sols qu'on oublie trop souvent. Voilà les amis, cette fois j'en ai fini et je vous donne rendez-vous dans la vidéo numéro 2.